Le plan de ma femme et de mon gendre pour me voler, je l'ai découvert par hasard sur son téléphone. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires qui résonnent avec la réalité de tant de familles. Je m'appelle Henri Dubois. J'ai 63 ans et j'ai passé ma vie entière à construire quelque chose de solide, une famille, une maison, une réputation. Pendant 40 ans, j'ai travaillé comme contremaître dans une usine de textile à Roubaix, dans le nord de la France. Mes mains sont rugueuses, mes épaules sont voûtées par les années, mais mon cœur était intact jusqu'à ce mardi de novembre où tout a basculé. Ce jour-là, il pleuvait cette pluie fine et persistante typique du Nord, celle qui s'infiltre partout et vous glace jusqu'aux os. J'étais dans notre salon, assis dans mon fauteuil en cuir marron, celui que Marguerite, ma femme, trouve trop vieux mais que je refuse de jeter. C'est dans ce fauteuil que j'ai vu grandir ma fille Céline, que j'ai regardé les matchs de l'OM avec mon gendre Thomas, que j'ai bercé mes petits-enfants. Marguerite était partie faire les courses au Carrefour. Mon téléphone était déchargé et j'avais besoin d'appeler mon médecin pour reporter un rendez-vous. Son iPhone 13 était posé sur la table basse, à côté de sa tasse de café encore fumante et du magazine Astérisque Femme Actuelle Astérisque qu'elle feuilletait toujours le matin. Je l'ai pris machinalement. L'écran s'est allumé au toucher, révélant une conversation WhatsApp ouverte. Au début, je n'ai pas fait attention. Puis j'ai vu le nom au haut de l'écran, Thomas. Thomas. Mon gendre. Le mari de ma fille depuis 8 ans. Le père de mes 2 petits-enfants, Lucas et Emma. Pourquoi y avait-il un emoji cœur à côté de son nom? Ma main a tremblé légèrement. Je me suis dit que c'était peut-être normal, que Marguerite était du genre affectueuse avec tout le monde. Mais quelque chose dans mon ventre s'est contracté. Un pressentiment. Cette sensation désagréable qu'on a quand on sait qu'on va découvrir quelque chose qu'on préférerait ignorer. J'ai fait défiler la conversation vers le haut. Thomas, 14h32, elle est partie faire les courses. Marguerite, 14h33, oui, pour au moins 1 heure. Henri fait sa sieste. Thomas, 14h33, j'arrive. J'ai tellement envie de toi. Marguerite, 14h34, moi aussi mon amour. Dépêche-toi. Mon sang s'est figé dans mes veines. J'ai relu ces messages 3 fois, espérant avoir mal compris. Mais les mots étaient là, nets, indéniables. Ma femme de 38 ans de mariage. Et Thomas, cet homme que j'avais accueilli dans ma famille comme un fils. J'ai continué à faire défiler, remontant dans le temps. Les messages dataient de plusieurs mois. Des centaines de messages. Des photos. Des rendez-vous secrets. Des mots d'amour. Des plans pour se retrouver quand Céline travaillait, quand j'étais absent. Marguerite, 3 octobre, Céline soupçonne quelque chose? Thomas, 3 octobre, non, elle ne voit rien. Elle est trop occupée avec les enfants. Marguerite, 3 octobre, et Henri? Thomas, 3 octobre, ton mari. Il ne remarque jamais rien. Il vieillit, Margot. Il devient aveugle et sourd. Astérisque Marguerite, 3 octobre, ne dis pas ça. Même si c'est vrai. Il passe ses journées devant la télé. Thomas, 3 octobre, quand est-ce qu'on arrête de se cacher? J'en ai marre de cette comédie. Marguerite, 3 octobre, patience mon amour. Laisse-moi gérer Henri. Il a des économies importantes. La maison est à nos 2 noms. Si je demande le divorce maintenant, je perds tout. Thomas, 3 octobre, et Céline? Marguerite, 3 octobre, on trouvera une solution. L'important c'est nous. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. 40 ans de mariage. 40 ans de fidélité, de sacrifice, de construction commune. Et elle planifiait ma destruction avec l'homme que j'avais traité comme mon propre fils. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Marguerite rentrait des courses. J'ai rapidement fermé l'application et reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. « Henri ? Tu es réveillé » a-t-elle appelé depuis l'entrée.
Oui, ma chérie, ai-je répondu d'une voix que j'espérais normale. Elle est entrée dans le salon, les joues rougies par le froid, ses cheveux blonds légèrement humides. À 60 ans, Marguerite était encore belle. Je l'avais toujours trouvée belle. Même ce jour-là, même en sachant ce que je venais de découvrir, une partie de moi la trouvait encore belle. Et ça rendait la trahison encore plus douloureuse. Les courses étaient longues aujourd'hui, a-t-elle dit en posant ses sacs. Il y avait une queue énorme au carrefour. Mensonge. Elle n'était pas au carrefour. Elle était avec Thomas. Dans notre lit conjugal, probablement. Dans cette chambre où nous avions fait l'amour des milliers de fois, où nous avions pleuré ensemble la mort de ses parents, où nous avions ri en regardant nos petits-enfants faire leurs premiers pas. Tu as l'air fatigué, a-t-elle ajouté en me regardant. Ça va. Oui, ça va. Juste un peu de tension. Le temps, sans doute. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon front. Cette main qui caressait Thomas quelques heures plus tôt. Cette main qui portait encore son alliance, symbole de nos 40 ans ensemble. Tu n'as pas de fièvre. Repose-toi, mon chéri. Mon chéri. Elle m'appelait encore « mon chéri », tout en planifiant ma ruine avec mon gendre. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai écouté sa respiration régulière. Elle dormait paisiblement, comme si de rien n'était. Comme si elle n'était pas en train de détruire notre famille. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à réfléchir, à planifier, à comprendre. Le lendemain matin, j'ai commencé ma propre enquête. Discrètement. Méthodiquement. Comme j'avais appris à le faire à l'usine quand il fallait résoudre un problème de production. J'ai installé une application de surveillance sur l'ordinateur familial. J'ai noté les heures où Marguerite sortait, faire les courses ou voir sa sœur. J'ai observé Thomas lors des repas de famille, cherchant les regards complices, les gestes furtifs. Et j'ai trouvé. Beaucoup plus que ce que j'aurais voulu. Il se retrouvait 3 fois par semaine. Toujours quand Céline travaillait à la pharmacie. Toujours quand j'étais censé être absent ou endormi. Ils avaient même loué un petit appartement à Lille, un studio de 25 mètres carrés rue de la Monnaie, pour 650 € par mois. Marguerite payait avec l'argent de notre compte joint. Mon argent. L'argent que j'avais gagné en me levant à 5h30 du matin pendant 40 ans. L'argent que j'avais économisé sou par sou pour nous assurer une retraite confortable. Mais le pire, c'était les messages concernant Céline. Ma fille. Ma petite fille que j'avais élevée, protégée, aimée plus que ma propre vie. Thomas, 15 octobre, Céline devient chiante. Elle veut un 3e enfant. Marguerite, 15 octobre, dis-lui non. On n'a pas besoin de complications. Thomas, 15 octobre, j'ai envie de tout lui dire. Qu'elle sache que je ne l'aime plus. Marguerite, 15 octobre, pas maintenant. Attendons que Henri soit hors jeu. Après, on verra. Thomas, 15 octobre, hors jeu comment? Astérisque. Marguerite, 15 octobre, il a 63 ans. Il boit trop. Il fume encore en cachette. La nature fera son travail. Thomas, 15 octobre, et s'il faut l'aider? Marguerite, 15 octobre, Thomas. Ne dis pas des choses pareilles. Thomas, 15 octobre, je plaisante. Enfin, à moitié. Ils attendaient ma mort. Ils planifiaient leur vie après ma disparition. Et Thomas, cet homme que j'avais aidé à trouver du travail, à qui j'avais prêté de l'argent pour acheter sa première voiture, envisageait de m'aider à mourir. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, ça, c'était déjà fait. Non, quelque chose de plus profond. Ma naïveté, peut-être. Ma confiance en l'humanité. Ma capacité à pardonner. J'ai décidé qu'ils allaient payer. Tous les deux. Mais pas comme ils s'y attendaient. Pas avec des cris, des larmes ou de la violence. Non. Ils allaient payer avec leurs propres armes, la tromperie, la manipulation, la patience. J'ai commencé par consulter Maître Rousseau, mon notaire depuis 20 ans. Un homme discret, efficace, qui avait géré tous nos actes importants.
Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails sordides. Henri, m'a-t-il dit en retirant ses lunettes, vous êtes sûr de ce que vous avancez? Certain. J'ai des preuves. Dans ce cas, nous devons agir vite et intelligemment. Votre patrimoine est important. La maison de Roubaix, l'appartement de Dunkerque que vous louez, vos économies. Tout cela représente près de 800 000 euros. 800 000 euros. Le fruit de 40 ans de labeur. Marguerite croyait qu'elle allait hériter de la moitié automatiquement. Elle se trompait. Que me conseillez-vous? Plusieurs choses. D'abord, nous allons modifier votre testament. Ensuite, nous devons protéger vos biens. Et enfin, il a marqué une pause. Il faut rassembler des preuves irréfutables de l'adultère. En France, l'adultère peut influencer le partage des biens lors d'un divorce. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Les preuves, maître Rousseau, j'en ai déjà plus qu'il n'en faut. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Continuer à vivre normalement, à embrasser Marguerite le matin, à serrer la main de Thomas lors des repas de famille, à jouer avec mes petits-enfants comme si de rien n'était. C'était un exercice de torture mentale. Mais j'ai tenu. Parce que j'avais un plan. D'abord, j'ai discrètement transféré la majorité de nos économies sur un compte personnel que Marguerite ne connaissait pas légalement. J'en avais le droit, c'était mon salaire, mes primes, mes heures supplémentaires qui avaient alimenté ce compte pendant des décennies. Ensuite, j'ai modifié mon testament. Marguerite, en cas de divorce pour adultère, ne toucherait que le minimum légal. Le reste irait à Céline et aux enfants. Mais seulement si elle divorçait de Thomas. Puis j'ai installé des caméras de surveillance dans la maison. Officiellement pour nous protéger des cambriolages, le quartier en avait connu plusieurs récemment. En réalité, pour documenter leur rencontre. Et j'ai attendu. Comme un chasseur dans l'affût. L'occasion s'est présentée un jeudi de décembre. Céline devait travailler tard à la pharmacie inventaire annuelle. Les enfants étaient chez sa belle-mère. Marguerite a annoncé qu'elle allait voir sa sœur Monique à Villeneuve-d'Ascq. Je rentrerai tard, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord, ma chérie. Embrasse Monique pour moi. Monique. Sa sœur qui vivait en Espagne depuis 5 ans. Marguerite ne le savait pas, mais j'avais appelé Monique la semaine précédente. Juste pour prendre des nouvelles, avais-je dit. En réalité, pour vérifier qu'elle était bien à Valence et qu'elle n'avait pas vu Marguerite depuis des mois. 1 heure après le départ de Marguerite, Thomas a sonné à la porte. Il avait sa propre clé, je la lui avais donnée moi-même quand Céline et lui s'étaient mariés. Pour que tu te sentes vraiment chez toi, lui avais-je dit à l'époque. Salut Henri. Marguerite est là. Non, elle est chez sa sœur. Tu veux l'attendre? Oui, pourquoi pas. Je passais dans le coin. Il mentait. Il mentait en me regardant droit dans les yeux, avec ce sourire que je prenais autrefois pour de l'affection sincère. Entre, entre. Tu veux une bière? Volontiers. Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai ouvert 2 bières Cronenbourg et nous avons parlé de tout et de rien. Du travail, des enfants, du match de l'OM de la veille. Une conversation normale entre un beau-père et son gendre. Sauf que moi, je savais. Et lui ne savait pas que je savais. Au fait, ai-je dit en feignant la nonchalance, Marguerite m'a dit que vous vous voyez parfois pour discuter. De Céline, des enfants. Il a pâli légèrement. Ah, oui, de temps en temps. Tu sais, les femmes ont besoin de parler. Bien sûr. C'est important, la communication dans une famille. Exactement. J'ai bu une gorgée de bière en l'observant. Il était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement. Il regardait sans cesse vers la porte, attendant Marguerite. Thomas, ai-je dit doucement, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Oui. Ma succession. Je vieillis, tu sais. Il faut que je pense à l'avenir de la famille. Ses yeux se sont illuminés. L'appât du gain. Cette lueur que j'avais appris à reconnaître chez certains collègues à l'usine. Cette avidité qui transforme les hommes en prédateurs.
C'est sage de ta part, Henri. J'ai réfléchi. Céline et toi, vous avez des projets. Les enfants grandissent. Il va falloir une plus grande maison, des études supérieures. C'est vrai. Alors voilà ce que je propose. Je vais léguer une partie importante de mes biens directement à Céline. Comme ça, vous serez tranquille financièrement. C'est généreux, Henri. Il y a juste une condition. Il a froncé les sourcils. Laquelle? Que vous restiez mariés. Que vous formiez une vraie famille. Stable. Unie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas fixait sa bière, incapable de me regarder en face. Pourquoi tu me dis ça? A-t-il fini par demander. Parce que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas entre Céline et toi. Elle a l'air triste, ces derniers temps. Non, non, tout va bien. Tu en es sûr? Parce que si jamais tu pensais à, je ne sais pas, à la quitter, ou à avoir une aventure, ça changerait tout, tu comprends. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans son regard. Une peur primitive, animale. Henri, je ne vois pas pourquoi tu. Je dis ça comme ça. Prévention. Tu sais, à mon âge, on a vu beaucoup de familles se déchirer pour des histoires d'argent et d'infidélité. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Marguerite était de retour. Plus tôt que prévu. Henri? Thomas, a-t-elle appelé? On est au salon, ai-je répondu. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, les joues rouges, les cheveux légèrement décoiffés. Elle portait une robe que je ne lui connaissais pas. Une robe rouge, moulante, qui la rajeunissait de 10 ans. Thomas. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais voir Henri. On discutait. De quoi? A-t-elle demandé, et j'ai perçu une pointe d'inquiétude dans sa voix. De l'avenir, ai-je répondu calmement. De la famille. De l'importance de rester unis. Marguerite et Thomas ont échangé un regard. Un regard lourd de sens, de culpabilité, de peur. Bon, a dit Thomas en se levant, je vais y aller. Céline va rentrer. Bien sûr. Embrasse ma fille pour moi. Promis. Il est parti rapidement, presque en fuyant. Marguerite l'a raccompagné à la porte. Je l'ai entendu chuchoter dans l'entrée, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Rousseau. Henri, tout est prêt. Les documents sont signés, les transferts effectués. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Certain. Dans ce cas, nous procédons quand? Dimanche. Lors du repas de famille. Toute la famille sera. Vous voulez que je sois présent? Non. Je préfère gérer ça en famille. Mais tenez-vous prêts. Il y aura sûrement des réactions. Le dimanche est arrivé. Comme chaque semaine depuis des années, toute la famille s'est réunie chez nous pour le déjeuner. Céline, Thomas, les enfants, Marguerite et moi. Une tradition que j'avais instaurée pour maintenir les liens familiaux. Ironie du sort, cette tradition allait servir à détruire ces mêmes liens. J'avais préparé un gigot d'agneau au flageolet, le plat préféré de Céline. Marguerite avait fait une tarte aux pommes. Les enfants jouaient dans le salon en attendant le repas. Une scène de bonheur familial parfaite. Parfaite et mensongère. Pendant l'apéritif, j'ai observé Marguerite et Thomas. Ils évitaient soigneusement de se regarder, de se parler directement. Mais je voyais les petits signes. La façon dont elle lui tendait le plateau d'olives en effleurant ses doigts. La manière dont il la complimentait sur sa coiffure. Ces micro-gestes d'intimité qu'il ne pouvait pas s'empêcher la voir. Céline, elle, ne voyait rien. Ma pauvre fille était fatiguée, stressée par son travail, préoccupée par les enfants. Elle faisait confiance. Comme moi, j'avais fait confiance. Papa, m'a-t-elle dit en m'aidant à servir l'apéritif, tu as l'air en forme ces derniers temps. Oui, ça va mieux. J'ai pris des décisions importantes. Ça soulage. Quelle décision? Tu verras. Patience.
Nous sommes passés à table. J'ai servi le gigot, Marguerite a ouvert une bouteille de Bordeaux. Les enfants racontaient leur semaine d'école. Lucas, 8 ans, voulait faire du football. Emma, 6 ans, préférait la danse. Grand-père, m'a dit Emma, tu viendras voir mon spectacle de danse. Bien sûr, ma chérie. Grand-père sera toujours là pour toi. Toujours là. Contrairement à certains autres. Au moment du dessert, j'ai pris la parole. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Tout le monde s'est tu. Même les enfants ont arrêté de bouger. Voilà. À mon âge, il faut penser à l'avenir. J'ai donc pris des dispositions concernant notre patrimoine. Marguerite a souri. Thomas aussi. Ils pensaient que leur plan fonctionnait. J'ai modifié mon testament cette semaine. Papa, a dit Céline, tu n'es pas obligé de nous parler de ça maintenant. Si, ma chérie. C'est important que tout le monde comprenne. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Une enveloppe que j'avais préparée avec soin. Marguerite, ma chère épouse, après 40 ans de mariage, tu hériteras de ce que la loi t'accorde en cas de divorce pour faute grave. Le silence qui a suivi était total. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Henri, a dit Marguerite d'une voix blanche, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que je sais tout. Depuis des semaines. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les photos. Des captures d'écran de leurs messages. Des photos prises par les caméras de surveillance. Des relevés bancaires du studio de Lille. Je sais pour l'appartement rue de la Monnaie. Je sais pour vos rendez-vous du mardi, jeudi et samedi. Je sais que tu n'es jamais allé chez ta sœur Monique. Je sais que vous planifiez ma mort. Céline a porté sa main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta mère et ton mari ont une liaison depuis des mois. Et qu'ils attendent ma mort pour vivre leur amour au grand jour. Thomas s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Henri, tu délires. Tu. Assieds-toi, Thomas. Et écoute-moi bien. Ma voix était calme, mais il y avait quelque chose dedans qui l'a fait obéir immédiatement. Voici ce qui va se passer. Marguerite, tu vas faire tes valises et quitter cette maison aujourd'hui. Tu as 1 heure. Henri, tu ne peux pas. Si, je peux. Cette maison est à mon nom. Je l'avais achetée avant notre mariage. Tu n'as aucun droit dessus. C'était vrai. Un détail juridique que Marguerite avait oublié dans ses calculs. Thomas, toi, tu vas rentrer chez toi et dire la vérité à ma fille. Tout. Depuis le début. Et si je refuse, a-t-il dit avec un reste de défi. Alors ces photos et ces messages seront envoyés à ton patron, à tes collègues, à tes parents, à tous tes amis Facebook. Et je porte plainte pour adultère et menace de mort. Il a pâli. Son travail, sa réputation, sa famille. Tout pouvait s'écrouler. Céline, ai-je dit en me tournant vers ma fille qui pleurait silencieusement, tu as le choix. Soit tu divorces de cet homme et tu hérites de tout ce que j'ai construit pour toi et tes enfants. Soit tu restes avec lui et tu n'auras rien. Papa, je ne comprends pas. Maman, dis-lui que ce n'est pas vrai. Marguerite a baissé la tête. Elle ne pouvait plus mentir. Les preuves étaient là, étalées sur la table, entre les assiettes de tarte aux pommes. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Le cri de Céline a déchiré le silence. Un cri de douleur pure, de trahison absolue. Les enfants se sont mis à pleurer sans comprendre pourquoi. Pourquoi, a demandé Céline. Pourquoi vous avez fait ça? Ni Marguerite ni Thomas n'ont répondu. Que pouvaient-ils dire? Qu'ils s'aimaient. Que l'amour justifie tout? Que 40 ans de mariage et 8 ans de vie commune ne pesaient rien face à leur passion. L'amour, a fini par dire Thomas. On ne l'a pas choisi. L'amour, ai-je répété. Vous appelez ça de l'amour? Mentir, tromper, planifier la mort de quelqu'un. On n'a jamais planifié ta mort, s'est écriée Marguerite. Ah non? J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu leur message à voix haute.
Ceux où Thomas parlait de m'aider à mourir. Ceux où Marguerite espérait que la nature ferait son travail. Céline s'est levée et a giflé Thomas. Une gifle si forte qu'elle a résonné dans toute la pièce. Sors de chez mon père. Sors de ma vie. Céline, attends. Sors. Thomas est parti. Sans un mot, sans un regard en arrière. Comme un voleur qu'on chasse. Marguerite a voulu s'approcher de moi. Henri, on peut peut-être. Non. C'est fini. 40 ans, Marguerite. 40 ans de ma vie que tu as piétiné pour une aventure avec un homme qui a l'âge de notre fille. Je t'aimais. Tu m'aimais? Au passé? Depuis quand? Elle n'a pas répondu. Elle a monté faire ses valises en silence. 1 heure plus tard, elle partait avec 2 sacs de voyage. Vers son studio de Lille, probablement. Vers sa nouvelle vie avec Thomas. Céline et les enfants sont restés. Nous avons parlé toute la soirée. J'ai tout expliqué, répondu à toutes ses questions. Elle pleurait, criait, puis se calmait, puis recommençait. Comment tu as fait pour ne rien dire pendant des semaines, m'a-t-elle demandé. Parce qu'il fallait que je protège ce qui comptait vraiment. Toi. Les enfants. Notre famille. Mais maman faisait partie de la famille. Non, ma chérie. Quelqu'un qui trahit sa famille n'en fait plus partie. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Céline a entamé une procédure de divorce. Thomas a tenté de la reconquérir, puis de négocier, puis de menacer. Mais l'épreuve était accablante. Il a fini par accepter un divorce au tort exclusif. Marguerite a essayé de revenir plusieurs fois. Elle a pleuré, supplié, promis que c'était fini avec Thomas. Mais c'était trop tard. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas. Elle a même tenté de contester le testament devant le tribunal. Maître Rousseau avait prévu le coup. Tous les documents étaient en ordre, toutes les preuves de l'adultère étaient irréfutables. Le juge a confirmé mes dispositions. Thomas, de son côté, a perdu son travail dans l'entreprise de BTP où il était chef d'équipe. Son patron, un homme de la vieille école, n'appréciait pas les scandales. Il a trouvé un petit boulot dans un supermarché Leclerc, à temps partiel. Son salaire a été divisé par 3. Leur histoire d'amour, privée de son côté interdit et romanesque, s'est rapidement dégradée. Les disputes ont commencé dès les premiers mois. L'argent manquait, les rêves s'effondraient. Marguerite, habituée au confort que mes 40 ans de travail lui avaient offert, supportait mal la précarité. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils s'étaient séparés au bout de 6 mois. Thomas était retourné vivre chez ses parents, à 42 ans. Marguerite avait trouvé un emploi de femme de ménage dans une société de nettoyage. Elle qui n'avait jamais travaillé de sa vie découvrait la dure réalité du labeur quotidien. Moi, j'ai pris ma retraite anticipée. Avec mes économies protégées et la vente de l'appartement de Dunkerque, j'avais de quoi vivre confortablement. J'ai même acheté une petite maison en Dordogne, près de Sarlat. Un endroit paisible où emmener mes petits-enfants pendant les vacances. Céline a mis du temps à se remettre. La trahison de sa mère et de son mari l'avait profondément marquée. Mais elle était forte, ma fille. Elle avait hérité de ma détermination. Elle a repris sa vie en main, s'est inscrite à des cours du soir pour devenir pharmacienne titulaire, a rencontré quelqu'un de bien. Aujourd'hui, 18 mois après cette révélation qui a tout changé, je vis seul dans ma maison de Roubaix. Mais je ne suis pas solitaire. Céline et les enfants viennent me voir tous les week-ends. Nous avons reconstruit quelque chose. Pas comme avant, mais quelque chose de nouveau, de plus authentique peut-être. Lucas a rejoint l'équipe de football des Benjamins du club local. Emma continue la danse et me montre ses progrès à chaque visite. Ils m'appellent toujours « papy » avec la même tendresse qu'avant. Pour eux, je suis resté le grand-père aimant qui les gâte et les protège. Parfois, le soir, quand je regarde les photos de famille accrochées au mur du salon, je ressens encore de la tristesse. 40 ans, c'est long. 40 ans de souvenirs qu'on ne peut pas effacer d'un coup. Mais cette tristesse n'est plus de la douleur. C'est de la mélancolie. La différence est importante.
Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai protégé ma fille et mes petits-enfants. J'ai préservé leur avenir. J'ai montré qu'on ne peut pas piétiner impunément la confiance et l'amour de quelqu'un. Et surtout, j'ai appris quelque chose d'important, la famille, ce n'est pas le sang. C'est la loyauté. C'est l'amour vrai, pas celui qui se nourrit de mensonges et de trahison. C'est le respect mutuel, la sincérité, l'engagement. Ce mardi de novembre où j'ai pris le téléphone de Marguerite, j'ai découvert que ma femme était devenue une étrangère. Mais j'ai aussi découvert que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que la justice, même tardive, finit toujours par triompher. Aujourd'hui, quand je regarde mes petits-enfants jouer dans le jardin, quand je vois Céline sourire à nouveau, quand je pense à cette petite maison de Dordogne qui nous attend pour les prochaines vacances, je me dis que parfois, détruire quelque chose de pourri permet de construire quelque chose de sain. La vérité fait mal. Mais le mensonge tue. Et moi, Henri Dubois, 64 ans maintenant, ancien contremaître de Roubaix, je suis encore vivant. Plus vivant que jamais. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous encourage à continuer à raconter ces histoires qui résonnent avec tant de familles. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche.